Justement, on parlera de l'absorption, si tu veux bien, de la quercétine. Mais juste avant ça, je pense que de fait, tu as répondu à une question déjà qui était posée par Catherine avec est-ce qu'il y a un intérêt à prendre la quercétine en prévention contre la Covid en cas de Covid pour certains patients, ou en cas de Covid, pardon, pour certains patients. Donc voilà, je pense que Oui, enfin, pour moi, en tout cas, je le ferai pour moi-même. oui. Ouais. Ok, et donc je reviens sur la question initiale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'absorption justement de la quercétine? Alors, l'absorption de la quercétine, comme celle de la plupart des polyphénols, est un petit peu complexe parce que, en Mhm, fait, on avait, et là je parle en général pour la plupart des polyphénols, on avait auparavant, il y a quelques dizaines d'années, des données qui montraient que les polyphénols étaient absorbés assez difficilement, qu'ils avaient une faible biodisponibilité, mais en même temps, ces mêmes polyphénols qui ne s'absorbent pas suffisamment ont des effets extrêmement intéressants, extrêmement puissants. Si on parle de la quercétine, c'est des milliers de fois plus antioxydant que la vitamine C, qui est l'antioxydant en quelque sorte de référence, ou en tout cas mhm. le plus connu. Donc, on avait ce paradoxe en fait du fait que les polyphénols avaient une faible biodisponibilité et en même temps qu'ils avaient des effets pléotropes extrêmement puissants. Et donc, on a essayé de comprendre et d'expliquer cela. On avait plusieurs théories qu'on a encore actuellement, plusieurs hypothèses. En tout cas, certains disaient que les polyphénols permettaient d'influencer le microbiote et par le biais du microbiote, on avait des molécules de signalisation qui allaient jouer un rôle un petit peu sur tout le métabolisme. On avait aussi d'autres hypothèses selon lesquelles même le faible taux de polyphénol, de quercétine absorbée pouvait donner aussi des effets intéressants et que c'était suffisant. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en réalité, on ne mesurait pas les les bonnes molécules, en fait. Parce que dans une étude de biodisponibilité, qu'est-ce qu'on fait? On va donner une molécule, notamment ici la quercétine, et puis on mesure avant et après. Et on s'est rendu compte, en réalité, il y avait en tout cas plusieurs métabolites. Et ces métabolites, elles émanent de la métabolisation de la quercétine par le microbiote. Et ces métabolites-là, en fait, c'est-à-dire que la quercétine sera métabolisée par le microbiote et puis ensuite absorbée, mais pas sous la forme initiale. Ça change de molécule et en fonction des souches qui vont métaboliser, on obtient des métabolites différents. Et ce qui est connu aussi actuellement, c'est que on a trois groupes de réactions qui permettent l'absorption de la quercétine. On a par exemple la glucuronidation, on a la sulfatation et on a la O-méthylation. Et chacune de ces réactions va produire certains métabolites de la quercétine. Donc la quercétine, entre parenthèses, ça s'appelle aussi le quercétol. Donc la glucuronidation donne les glucuronides de quercétol, la sulfatation donne le sulfate de quercétol ou les Mhm. sulfates de quercétol, ce qui a plusieurs formes, et puis la O-méthylation donne aussi le O-méthyl de quercétol. Et donc l'ensemble de ces molécules-là ou de ces métabolites-là sont absorbées et quand on regarde l'absorption par rapport à ces métabolites-là et non pas par rapport à la molécule initiale de quercétine, eh bien, on retrouve que elle a une absorption assez intéressante, bien que ça reste une molécule qui est liposoluble et c'est ce qui fait que ça doit être pris ou ça devrait en tout cas être pris au cours du repas. Sauf que Mhm. ici c'est beaucoup plus complexe que ça puisque on se rend compte que la quercétine et d'autres polyphénols aussi, lorsqu'ils sont pris au cours du repas, ils ont ou ils pourraient en tout cas avoir dans certaines conditions des effets sur la résistance à l'insuline, c'est-à-dire que ça va augmenter la résistance à l'insuline au cours du repas. Et dans ce cas, la problématique en fait c'est ça, c'est que si on prend en dehors du repas, ça diminue son taux d'absorption.
sauf que ça améliore la résistance, la sensibilité à l'insuline. Si on prend au cours du repas, ça augmente son absorption, sauf qu'on augmente la résistance à l'insuline. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on choisit, dans ce cas, on devrait en tout cas choisir de prendre la quercétine en dehors du repas pour ne pas augmenter la résistance à l'insuline, et en même temps rajouter quelque chose avec la quercétine qui permet d'améliorer son absorption, même si c'est en dehors du repas. Et cette chose-là, ou cette molécule-là, c'est la bromélaïne, la fameuse protéase qu'on utilise en tant que protéase, enzyme digestive protéase, mais qui a d'autres effets aussi extrêmement intéressants sur le stress oxydatif, l'inflammation, la glycation, etc. Et puis, donc la bromélaïne, dans ce sens, va augmenter et améliorer l'absorption de la quercétine par différents biais, notamment en agissant sur la sulfatation, sur la haut-méthylation. Donc, ça va améliorer en réalité l'absorption de la quercétine, indépendamment du fait que la quercétine est liposoluble et qu'il faudrait la prendre au cours du repas. Donc, et dans ce sens-là, on résout le paradoxe du fait que, de l'influence de la quercétine sur la résistance à l'insuline.